Vous êtes tranquillement chez vous et le téléphone sonne. Vous décrochez et tombez sur un parfait inconnu qui vous inonde de propos obscènes. Vous raccrochez. C'est sûrement qu'une mauvaise blague. Seulement, les appels continuent. Des hommes différents vous contactent encore et encore, tenant des propos plus affreux les uns que les autres. Ça sonne à la porte. Un homme? Vous lui demandez en panique ce qu'il vous veut. Il vous répond qu'il est là pour l'annonce coquine que vous avez postée en ligne. À ces mots, une sueur froide coule le long de votre dos. Vous n'avez pas d'ordinateur? Vous n'utilisez même pas internet? Comment c'est possible? Évidemment, vous faites le lien avec ces appels odieux que vous recevez et osez demander à l'homme ce qu'il se passe. Ce dernier vous répond: permettez-moi de vous le dire de cette façon, vous pourriez vous faire... Ça, c'est ce qui est arrivé à Auntie Barber, 28 ans. On est en 1988 dans le nord d'Hollywood. Le lendemain, elle placarde un mot sur la porte indiquant qu'elle n'est pas à l'origine des mails, espérant que ça suffira. Elle avait tort, 6 hommes se présentent chez elle sur une période de 4 mois. Terrifiée, elle fait des recherches et découvre avec horreur que plusieurs annonces et mails coquins ont été envoyés avec son nom et prénom. Il y est question de fantasmes particulièrement violents, sans consentement, à plusieurs pratiques sadomaso extrême. Il a même été précisé que le mot sur la porte faisait partie du jeu. L'horreur monte encore d'un cran lorsqu'elle réalise que son harceleur a mis en ligne sa description physique, son numéro de téléphone, son adresse, les plans de sa maison, et même des moyens de désactiver l'alarme. Elle est terrorisée, ne dort plus et perd beaucoup de poids, à un tel point qu'elle n'ose plus sortir de chez elle et perd son emploi. Randy décide d'aller porter plainte, mais les forces de l'ordre ne peuvent pas l'aider. Elle mène alors l'enquête elle-même. Elle contacte les hommes qui l'ont appelée, leur demande de l'aide pour trouver le responsable. Seuls 2 d'entre eux coopèrent et l'aident à le retracer. Sauf que Tom Barber, le père de Randy, se joint à eux. Il n'a jamais été trop sur internet de sa vie, mais il veut protéger sa fille et retrouver ce type. Alors il devient expert en informatique. En moins d'1 semaine, mais après plus d'1 an à enquêter, Randy et Tom finissent par trouver et signaler l'identité du coupable. Il s'agit de Gary Della Ponta, un agent de sécurité. Le cinquantenaire ne leur est pas inconnu. Randy et lui fréquentaient la même paroisse 2 ans auparavant. Il avait mis tellement mal à l'aise avec ses avances assistantes qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de contacter les anciens de son église pour leur renvoyer. Furieux face à son refus, il avait alors décidé de se venger. Vous trouvez ça horrible? C'est loin d'être la seule. Préparez-vous à découvrir les 4 pires histoires de stalkers. Les stalkers de stars. 26 janvier 1980, Arthur Richard Jackson, un Écossais de 46 ans, regarde le film Défiance avec dans le rôle principal Teresa Saldana. Il en devient tellement obsédé que 2 jours après le visionnage, il décide de la retrouver et de la tuer. Il rumine son crime pendant 1 an avant de prendre un avion direction New York. Une fois sur place, il engage un détective privé qui lui fournit l'adresse de la jeune femme. Il s'y rend aussitôt, armé d'un couteau de chasse et patiente. Lorsque l'actrice sort, il lui demande « Êtes-vous Teresa Saldana ?» Elle ne lui répond pas et s'enfuit vers la voiture. Sans plus attendre, il sort son arme et la poignarde 10 fois dans la poitrine. C'est un livreur, Jeff Fenn, qui l'immobilise. Saldana est transportée à l'hôpital, agonisante, mais sera miraculeusement sauvée après 4 heures de chirurgie. Son agresseur, lui, est condamné à 14 ans de prison ferme. Malgré tout, il envoie en mars 1988 une lettre dans laquelle il parle de son plan pour tuer Saldana. Il réitère ses menaces lors de sa sortie de prison. Heureusement, il n'en fait rien et meurt en 2004. Quant à Saldana, elle vécut en paix jusqu'à ses 61 ans. Son histoire est énormément médiatisée, mais vous savez le pire, c'est qu'elle en a inspiré une autre, bien plus terrible. Un soir, Rebecca Schaeffer, une jeune actrice américaine, reçoit une lettre de fan qu'elle trouve émouvante. Alors, elle décide de lui répondre. Elle écrit que c'est la plus belle lettre qu'elle ait jamais lue, dessine un cœur et un symbole de paix, puis signe le tout. Cet acte va signer son arrêt de mort. De l'autre côté de la plume, il y a John Bardo, un homme si obsédé par elle qu'il lui a érigé un sanctuaire dans sa chambre. À la réception du petit mot, il se précipite sur son journal intime pour noter « Quand je pense à elle, j'aimerais devenir célèbre pour l'impressionner ». En juin 87, il essaie de venir sur le plateau de tournage de la série My Sister Sam, dans lequel Rebecca joue le rôle principal. Il a avec lui un ours en peluche et des fleurs, mais les agents de sécurité le mettent dehors. Il revient 1 mois plus tard, cette fois-ci armé d'un couteau. Les vigiles le neutralisent et le forcent à partir. Mais il en faut plus que ça pour détruire une obsession. Un jour, en regardant Scene from the Glass Struggle in Beverly Hills, il voit Rebecca jouer une scène érotique.
Furieux, il dira qu'elle est devenue encore une de ces saletés d'Hollywood. La passion se transforme en haine, il décide de la punir. Il demande à son frère de lui acheter une arme, envoie des lettres à sa sœur pour la prévenir de son futur crime, tapisse les murs de sa chambre de photos, conserve toutes ses apparitions télé et dessine même un schéma de la jeune femme où il inscrit les zones qu'il devra viser. Le 17 juin 1989, prenant exemple sur l'agresseur de Saldanha, il paie un détective privé pour obtenir l'adresse. Le lendemain, après 3 années d'obsession, Bardo se rend chez Rebecca Schaeffer et lui tire dans la poitrine, la tuant sur le coup. Il est arrêté et condamné à la prison à perpétuité. Ce drame, ajouté à la tentative de meurtre de Teresa Saldanha 7 ans plus tôt, conduit l'État de Californie à la création du Code pénal 646.9, condamnant officiellement le stalking. Quand l'amour tourne à l'obsession. Prasenjit Poddar est un étudiant bengalais de 22 ans venu aux États-Unis pour étudier l'architecture navale. En parallèle, il a un modeste poste d'inspecteur de structure maritime. Le jeune homme est choqué par les mœurs des étudiants américains. Sexe hors mariage, alcool, drogue, à l'opposé de ceux de son pays. Alors il passe tout son temps libre isolé dans sa chambre à construire des maquettes de bateaux. Un soir, il décide d'aller à un cours de danse folk pour rompre sa solitude, lorsque son regard tombe sur Tanya Tarasov, une jeune femme de 18 ans d'origine russe. Aussitôt, il en tombe amoureux et l'invite à danser. Tanya est touchée par la sensibilité et la douceur de Prasenjit et les deux commencent à se fréquenter. Sauf que très vite, l'amour se transforme en obsession, au point où il se met à enregistrer leur conversation à son insu. De son côté, Tanya ne souhaite pas forcément une relation sérieuse et prend de la distance avec le jeune homme. C'est insupportable pour lui. Il la suit jusqu'à son arrêt de bus, l'appelle, l'attend devant chez elle. Pire, il écoute en boucle les conversations enregistrées. Prasenjit sombre dans une profonde dépression, se renferme, ne va plus en cours ni au travail. Désespéré, il devient ami, puis colocataire avec le frère de Tanya, Alex, qui est devenu son seul espoir de revoir celle qu'il aime. L'étudiant dit à ses collègues de travail vouloir faire exploser la maison des Tarasov, mais ils mettent ça sur le coup de la colère et n'y prêtent pas plus attention. Plusieurs semaines plus tard, grâce à la proximité entre Alex et Prasenjit, Tanya accepte de passer du temps en sa compagnie en tant qu'ami. Sauf que Prasenjit décrit chacun de leurs moments dans son journal intime où il parle d'elle comme de sa petite amie. Un jour, il lui montre ses écrits. Choquée et en colère, elle lui crie qu'il est fou et qu'il doit se calmer. Il ne comprend pas sa réaction et replonge en sa dépression. Un de ses amis l'encourage à aller voir un psychiatre, le docteur Larry Moore. Mais le médecin est très vite dérangé par l'obsession malsaine de Prasenjit pour Tanya, et ce malaise augmente drastiquement lorsqu'il répète de nombreuses fois son envie de la tuer. Lors d'une consultation, le docteur Moore lui fait promettre d'arrêter. C'est la dernière fois qu'il veut des nouvelles de son patient. Très inquiet, il alerte la police du campus qui l'arrête mais le relâche rapidement. Le jeune homme a l'air tout à fait sain d'esprit. Sauf que ni Tanya ni ses parents sont avertis de la situation. Moins de 2 mois plus tard, le 27 octobre 1969, Prasenjit se rend chez elle et tombe sur sa mère qui lui demande de s'en aller. Il revient le soir même, appelle Tanya qui lui ordonne de partir, mais il insiste. Il doit lui parler. Folle de rage, elle lui crie dessus et avance vers lui. Il sort alors une arme à feu, vide le chargeur dans sa poitrine, puis la poignarde à 14 reprises avec un couteau de boucher. Il rentre dans la maison, appelle la police et déclare froidement « Je viens de poignarder ma copine ». Alors arrivé, il rajoute « Menotez-moi, je l'ai tuée ». Malgré l'intervention des secours, Tanya est déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Prasenjit Poddar est d'abord condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il fait appel et le second juge décide de le laisser libre s'il retourne vivre au Bengale, ce qu'il décide de faire. Les parents de Tanya, anéantis et furieux, amènent l'affaire à la Cour suprême de Californie, qui statue qu'un thérapeute a l'obligation morale et professionnelle de dénoncer un patient si celui-ci représente une menace. Meurtre par jalousie. Laurie Shaw est une adolescente de 16 ans, douce, gentille et un peu naïve qui vit en Pennsylvanie. Un jour, elle fait la connaissance de Lisa Michelle Lambert et de son petit ami Lawrence Yukin. Tous trois deviennent amis. En juillet 1991, après quelques mois de relation, le couple se sépare brièvement et le jeune homme se rapproche de Laurie. Profitant de la douceur de l'adolescente, il va abuser d'elle lors d'un des rendez-vous. Puis, sans aucun remords, Lawrence se remet avec Lisa qui lui avoue être enceinte de lui. Alors, quand elle apprend la relation passée entre son ami et son copain, une jalousie mordante la prend aux tripes, cette fille doit payer.
Lisa sait que Laurie a un job étudiant dans un centre commercial local. Elle s'y rend à plusieurs reprises pour l'insulter violemment devant les clients et ira même jusqu'à la pousser dans une vitrine, la blessant au poignet. Les amis de Lisa, dont une certaine Tabitha Buck, se joignent au harcèlement. Elle la menace à plusieurs reprises, même quand elle est accompagnée de sa mère. Au mois d'octobre, Laurie porte plainte. Elle craint pour sa vie. Mais la justice ne fait rien. Le harcèlement n'est pas condamnable en Pennsylvanie. De son côté, Lawrence est inquiet. Si Laurie est allée porter plainte contre sa petite amie, elle pourrait faire pareil pour l'agression qu'il lui a fait subir. Alors il suggère à Lisa et Tabitha d'aller la frapper pour lui passer l'envie de retourner voir les flics. Le 20 décembre 1991, la mère de Laurie, Hazel, reçoit un appel de la conseillère d'orientation de sa fille. Elle veut la voir. Quelques minutes seulement après le départ de sa mère, 2 personnes sonnent à la porte de la maison familiale où Laurie est désormais seule. Hazel attend la conseillère d'orientation, mais personne ne vient, alors elle rentre chez elle. Arrivée à la maison, elle sent que quelque chose ne va pas, se rend dans la chambre de Laurie, qui est allongée dans son propre sang, poignardée à de nombreuses reprises, la gorge tranchée. Horrifiée, elle appelle les secours, mais c'est trop tard, Laurie est décédée. Effondrée, la mère prévient la police pour leur donner l'identité des assassins de sa fille. Les forces de l'ordre arrêtent les 3 adolescents non loin de la maison des Shaw. Tabitha, mineure au moment des faits, fera 28 ans de prison. Lawrence, 13. Lisa, elle, est encore derrière les barreaux. Après ça, la mère de Laurie s'implique dans la création d'une loi sur le harcèlement dans le code pénal de l'État. Ses efforts seront couronnés de succès en 1993. 15 ans de harcèlement. Pendant l'été 2001, la jeune Ronnie, 12 ans, rencontre un certain Danny. Rapidement, ils deviennent amis. Après les vacances, ils s'appellent de temps en temps, mais les discussions tournent en rond. Danny veut absolument qu'elle lui lise son livre préféré, sauf que Ronnie trouve ça lourd, alors elle ignore ses appels. Plus tard, il la recontacte sur AOL. C'est vrai, Ronnie lui avait donné son pseudo. Ils continuent alors de discuter durant toute la période du lycée, mais Danny est toujours en boucle sur son bouquin, alors elle finit par le bloquer à nouveau. En 2006, elle s'inscrit sur Facebook et reçoit une invitation peu de temps après. Encore Danny. Elle accepte et le jeune homme commence à lui envoyer des messages pour lui raconter son quotidien. Ronnie lui répond parfois lorsqu'elle s'ennuie ou se sent seule. Le temps passe, la jeune femme intègre une fac pour devenir journaliste et pendant 1 an et demi n'aura aucune nouvelle de l'homme qu'elle a presque oublié. Alors que sa 2e année est bien entamée, la jeune femme quitte la bibliothèque pour tomber nez à nez avec Danny. Sous le choc, elle ne peut qu'accepter le cadeau que lui tend le jeune homme, le dernier CD des Red Hot Chili Peppers, tandis qu'il lui propose d'aller manger à la cafétéria. Toujours choquée et un peu touchée par le cadeau, elle accepte. Le repas ne se passe pas très bien, Ronnie se sent très gênée et donne une excuse bateau pour quitter la table. Après ça, elle décide de le ghoster et d'ignorer tous ses messages, persuadée qu'il finira par se lasser et la laisser tranquille. C'était très mal le connaître. Il continue à commenter ses statuts, lui envoie des messages privés au sujet de ses préférences politiques, ses recherches d'emploi, et ce jusqu'en 2012, où les événements prennent une toute autre tournure. Soudainement, ces messages deviennent frénétiques. Pendant 3 jours d'affilée, Ronnie en reçoit toutes les heures. C'en est trop. La jeune femme est à bout, elle lui demande fermement d'arrêter, ce à quoi elle lui répond « D'accord. Bonne chance pour ta quête. » Ronnie se dit finalement que c'était pas si difficile. Grave erreur, il reprend de plus belle avec des messages furieux. C'est la goutte de trop, elle le bloque et à partir de là, tout change. Il est plein de ressources, SMS, mail, téléphone, réseaux sociaux, il insulte de tous les noms, la menace de briser sa carrière. Ronnie bloque ce qu'elle peut, mais il finit toujours par créer de nouveaux comptes ou trouver de nouveaux biais pour la contacter. En 2013, Danny envoie des lettres de menaces à Ronnie et ses parents, contacte ses amis, ses employeurs, ses connaissances. La jeune femme doit passer son temps à expliquer la situation et demander aux autres de l'ignorer. Fin 2014, elle lance une action en justice, alors que Danny commençait à harceler certaines de ses meilleures amies. Malheureusement, cette dernière se heurte à la difficulté qu'a la justice de traiter le cyberharcèlement. Les policiers se moquent même d'elle lors de son dépôt de plainte. Il n'a pas été violent avec elle, Ronnie ne se sent pas forcément en danger, alors la plainte ne mène à rien. Il continue même de lui envoyer des messages. En mars 2016, il commence à créer de faux comptes et de fausses adresses mail pour se faire passer pour elle, complexifiant encore les efforts qu'elle doit faire au quotidien pour vivre une vie normale. C'est le message d'un avocat qui viendra apaiser l'histoire. S'excusant pour le comportement de Danny, il demande de le prévenir s'il recommence à harceler qui que ce soit. Certainement qu'une autre femme aura réussi à le traîner en justice, car ces types se limitent rarement à une seule victime. D'ailleurs, le plus terrifiant dans cette histoire, c'est peut-être sa banalité, quand on sait que plus d'une personne sur 2 a déjà été victime de harcèlement en ligne.
Si ces histoires sont affreuses, glaçantes, marquantes, elles doivent aussi nous servir de leçon. Nous y partageons nos passions, nos photos, nos activités du moment, mais qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient en faire, un ou une ex jalouse par exemple. Faut pas tomber dans la paranoïa, mais rester vigilant à ce qu'on fait sur internet. Comme l'a dit Randy Barber, vous ne savez pas ce que vaut votre vie privée jusqu'au jour où quelqu'un vous la vole.